Jean-Christophe Couvi nous a rejoint, secrétaire national Unité SGP. Bonjour Jean-Christophe Couvi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage que l'on vient de diffuser. Est-ce que c'est un exemple à suivre selon vous, en complément de ce que fait la police nationale, ou est-ce que la police municipale peut traiter certaines affaires toute seule? Oui, bonjour. Écoutez, en fait, c'est marrant. J'allais dire, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait des commissariats de quartier. Je me rappelle, on avait des îlotiers, des policiers qui connaissaient très bien le quartier, qui patrouillaient, qui allaient au contact de la population, qui allaient au contact des commerçants, qui connaissaient vraiment le secteur, qui faisaient remonter des informations. Et puis petit à petit, on a eu, en parlant d'idéologie, une idéologie où il fallait faire un continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'on a désengagé l'État petit à petit pour recentrer sur d'autres missions. Et effectivement, on a donné cette part de sécurité de proximité au maire, avec la police municipale. Donc ça, c'était notamment avec Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était la pensée. Voilà, donc qui a mis fin d'ailleurs à la police de proximité. Donc maintenant, on peut plus s'en passer parce que effectivement, on est allé trop loin, j'allais dire. Le régalien a reculé. Après, ça se passe très bien aussi avec la police nationale. Attention, il n'y a aucun problème. C'est de la coproduction de sécurité. On voit bien que maintenant, l'avenir est là-dedans et on peut plus faire marche arrière. Et parce qu'encore une fois, on a supprimé 13 000 postes de gardiens de la paix, enfin de policiers. Notamment dans les 10 dernières années. Voilà, donc on peut plus faire... Et on voit qu'il n'y a que l'occupation du terrain qui fait que c'est un cercle vertueux. Et n'en déplaise à la Ligue des droits de l'homme, qui l'autre jour nous a fait un communiqué de presse en disant que, notamment sur Sevran, la présence de la police nationale était anxiogène pour la population. Mais on voit bien que non. On voit bien qu'elle est là, et on voit bien aussi, j'allais dire, quand on met des CRS, par exemple, pour pacifier un quartier, comme à la Guillotière ou d'autres quartiers, on voit qu'effectivement, la présence policière, c'est aussi la solution. Et alors, au début, il y a peut-être des petites frictions, des petits conflits, mais bon, on arrive toujours à s'imposer, et puis, vous voyez... tout revient dans l'ordre. La police municipale qui a choisi le roi notamment est armée. Est-ce que, selon vous, cette police municipale peut se substituer à la police nationale? Je ne dis pas qu'il y a une rivalité, une concurrence. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, une coproduction sur la sécurité. Mais tout de même, ce n'est pas la même formation que les policiers municipaux suivent par rapport aux policiers nationaux. Non, effectivement. Et d'ailleurs, les policiers municipaux ne demandent pas à avoir les mêmes prérogatives que la police nationale. Ils savent très bien où ils habitent, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment la petite délinquance, c'est occuper encore une fois le terrain, c'est soulager certaines missions de la police nationale, mais le régalien appartient à l'État. Encore une fois, la police nationale est là pour mener des enquêtes judiciaires, pour régler tous les trafics de drogue. Et on voit bien que la police municipale, et elle a raison d'être armée, je le dis encore une fois, parce que depuis 2015, on a changé de logiciel. Alors à tous les maires réfractaires qui en font des idéologies, encore une fois, mettez-vous à la place du personnel, parce que dans le dos, on a floqué police, que ce soit police municipale, nationale, gendarmerie, peu importe. Quand on a un terroriste, depuis 2015, pour lui, ça représente l'État et ça représente la police. Voilà, en 2015, il y a une policière municipale qui a été assassinée par un terroriste. Donc on voit bien que maintenant, effectivement, nos collègues, parce qu'on est aussi en contact avec les policiers municipaux, nous le disent. Nous, on a besoin d'avoir des armements intermédiaires. On a besoin aussi d'avoir un armement individuel, comme un pistolet. Et parce que c'est aussi leur sécurité à eux qui mettent en jeu quand ils sont dans les rues. Jean-Christophe Couvi, deux questions donc pour venir en soutien de ce qui a été dit sur le plateau. Faut-il armer tous les policiers municipaux? C'est tout de même une responsabilité. Et cette fameuse visio-sécurité, le système de caméra, comme c'est le cas à Choisy, comme c'est le cas également, enfin comme ça aurait dû être le cas à Coubron, est-ce que c'est la panacée pour vous? Alors, sur l'armement des policiers municipaux, moi je pense que oui. De toute façon, c'est encadré. Encore une fois, on ne donne pas des armes offensives, on donne des armes de légitime défense. Donc c'est complètement différent dans la tête des gens. Voilà. Les policiers, encore une fois, je vous dis, les malfaiteurs ou les terroristes feront pas la différence. Quand ils voient un uniforme, même les ASVP, alors je ne veux pas les armer, mais c'est vrai que pour eux, un ASVP, par exemple, c'est un policier. Voilà, ils n'ont pas cette mathématique comme nous. Donc on a les mêmes. Et d'ailleurs, regardez, nous, dans nos commissariats, encore une fois, on a des administratifs qui travaillent. On a réussi d'ailleurs à leur avoir une prime de risque et une carte police. Parce que malheureusement, on l'a vu dans le 78, 2 personnes sont décédées suite à des attentats et c'était des administratifs. Quand on sort d'un commissariat, on ne peut pas savoir si on est policier ou administratif. On ne fait pas un choix à l'ADN. Donc ça, il faut le comprendre. Après, sur la vidéoprotection, on voit très bien que la vidéoprotection, déjà, ça
ça sert à travailler en amont, c'est-à-dire que quelque part, on surveille ce qui se passe, on peut intervenir tout de suite dans l'instant. Ça se fait aussi beaucoup à Nice, par exemple, où c'est très quadrillé, mais on se rend compte que dès lors qu'on repère quelque chose d'un peu louche et qui sort de l'ordinaire, on envoie des patrouilles. Donc on est vraiment, j'allais dire, très opérationnel, et ça c'est important. Et après, surtout, quand il y a des faits qui sont passés, grâce à la vidéosurveillance, on peut retracer et aider une enquête, et ainsi de suite, on peut intervenir tout de suite et même monter des dispositifs pour interpeller les individus. Donc vous voyez, c'est un outil moderne, il faut qu'on travaille avec ça, il faut qu'on ait, pareil, il y a les drones aussi, il va falloir sur certaines missions, qu'on exploite un petit peu cette utilisation. Voilà, la technologie avance, il faut qu'on sert de cette technologie. N'oublions pas que la délinquance a toujours, c'est un peu comme le dopage, un temps d'avance sur la police et, j'allais dire, sur la justice. Jean-Christophe Couvi, alors on a débattu, et c'est sans doute un débat qui restera ouvert encore pendant très longtemps, autour d'armer les policiers municipaux, mais sur le fait que la population prenne à bras-le-corps sa propre sécurité. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché, bien sûr, notamment avec l'exemple de Marseille. Est-ce que finalement, ça ne vous fait pas, en tant que policier, mal au cœur, que ce soit les habitants d'une résidence ou d'une cité qui soient obligés d'assurer leur propre sécurité? Bien sûr que oui, c'est-à-dire que nous, quelque part, on culpabilise aussi parce qu'on se dit on donne tout le maximum, on fait tout ce qu'on peut en tant que policier justement pour éviter ça, et on voit bien qu'à la fin, les gens ne trouvent pas leur compte. Alors moi, ce qu'on souligne tout le temps, c'est la dichotomie entre le verbatim politique et les lois qui sont votées. C'est-à-dire que d'un côté, quand on entend les hommes politiques, ils ont compris le message, ils vont faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Alors je vais pas balayer large, mais on a eu droit au Karcher jusqu'à récemment, voilà. Vous inquiétez pas, tout va être fait. Et puis quand on arrive pour faire voter des lois, on voit quand même que les lois ne sont pas si sévères que ça, puisque effectivement, on permet des aménagements de peine, on permet beaucoup de choses. Donc en fait, le citoyen, lui, se dit, mais moi, on me sort des chiffres, on me sort des statistiques, on me dit qu'on a plus 0,2% cette année d'infractions, des fois on en fait moins 1,6%. Ça, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'à la fin, quand ils ouvrent leurs portes le matin pour les bosser, en bas de chez eux, ils voient des gamins qui dealent, les caves qui sont squattées avec des canapés pourris, miteux, et qui entravent, j'allais dire, tous les escaliers, et ainsi de suite. Et je veux dire, tout un quartier comme ça qui est en déshérence. Et donc ça, les gens ne supportent plus. Et ils défendent quelque part leur passe-droit, et ils défendent aussi leur habitation. Mais c'est encore une fois à l'État et aux municipalités de le faire. On le voit bien. Sauf qu'il faut peut-être avouer, peut-être qu'à un moment donné, on est un peu dépassé. Et donc les gens le comprennent. Et donc je vous dis, c'est cette dichotomie entre le politique, sa communication et la réalité des faits. Et les gens, eux, vivent dans la réalité et non pas que dans les médias et dans les statistiques. Jean-Christophe Couvi, je vous laisse conclure sur notamment cette scène qui est quand même assez effarante et plutôt inquiétante à Villeparisis, et cette scène donc d'enlèvement en plein jour. Très vraisemblablement, peut-être que même la victime est un malfaiteur, mais enfin ça n'excuse rien sur l'aspect fort et dense de cette scène. Oui, alors sur cette scène, je vais mettre des réserves quand même, parce que vous savez, du coup, l'enquête elle stagne, parce qu'on a aussi montré des images. Alors, je suis désolé, je vous prends un contre-pied, mais le problème, c'est qu'on peut montrer des choses, sauf que là, par exemple, quand on montre les individus qui sont assez reconnaissables, plus la plaque d'immatriculation, quand on est policier, qu'on mène une enquête, il nous faut un peu de confidentialité. Et là, du coup, j'allais dire que la France entière a découvert ça, et du coup, pour mes collègues qui mènent l'enquête, je peux vous dire qu'ils transpirent parce que c'est très, très compliqué. Parce que maintenant, j'allais dire que les langues se taisent, donc il faut remuer un petit peu les informateurs à gauche à droite. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Alors je sais qu'on est dans une société où il faut qu'on montre tout parce qu'on veut une transparence totale. J'arrive à le comprendre, mais le métier de policier, c'est ça, c'est la confidentialité, c'est se mettre dans une bulle, c'est prendre du temps. Et je dis souvent, je le répète, le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique ni le temps politique. C'est-à-dire qu'on met toujours un peu plus de temps, c'est normal. Voilà. Après, pour rebondir sur ce que dit William T, attention, la police municipale, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la sécurité, parce qu'en fait, ça dépendra de l'argent que vous avez dans la mairie. Si vous êtes une mairie riche, vous avez une police municipale étoffée, je pense à Nice. Quand vous êtes dans une petite ville pas de campagne, mais enfin voilà, un peu reculée, vous n'avez pas trop d'argent, etc., vous ne pourrez pas vous payer une police municipale. Et la police nationale, justement, elle est là pour ça. C'est le régalien, c'est-à-dire que l'État doit défendre tous les citoyens. Peu importe qu'ils aient de l'argent ou qu'ils aient moins d'argent, nous on doit être partout, on doit défendre. Donc il ne faut surtout pas baisser le niveau, j'allais dire, de la police nationale.